en justice. Nous ferons le nécessaire, nous ferons le maximum pour que cela cesse, pour qu'il n'y ait plus autant de meurtres. Nous allons essuyer vos larmes. Ceux qui seront avec nous, les Français qui seront avec nous, vous ne nous regretterez jamais. Aujourd'hui, les gens cherchent par tous les moyens à porter le titre de juste. Lorsque les Juifs étaient martyrisés dans ce pays, certains ont eu le courage de les cacher. Aujourd'hui, ces personnes, on les cherche parce qu'ils ont le titre de juste. Ceux qui nous suivront, l'histoire le retiendra. Vous aurez peut-être un titre plus que celui de juste. Merci. Merci, Maître Ndimou. Donc on va passer aux questions. Je vais tâcher d'en faire une synthèse régulière. Alors, il y a deux premières questions. Quels ont été le résultat réel des élections? L'un de ces deux politiciens ne se serait-il pas grandi humainement et aux yeux de son peuple en se retirant plutôt que de continuer à entraîner les Ivoiriens dans les astres humains actuels? Qui pense vraiment au peuple? Une deuxième question qui va dans le sens de la soirée. Comment expliquez-vous que tous les médias francophones, tous bords confondus, donnent la même version? Sont-ils tous manipulés? Et si oui, pourquoi? Quels sont les enjeux économiques et donc politiques? Enfin, une question. Ouattara, pourquoi faire? On peut débuter par ces trois premières questions, oui. Résultat des élections, qui les a vraiment gagnés? Alors, qui les a vraiment gagnés? Il faut dire que les élections dans la partie sud, on qualifie la partie sud, se sont déroulées régulièrement. Vous remarquerez que Alassane Ouattara, à différents points du pays, dans le sud, a eu des résultats démocratiques. Dans le nord, vous aviez plusieurs endroits où le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Des endroits où nous avons parfois eu des pourcentages comme 120%. Mais pour répondre directement à la question, il faut dire que les procès-verbaux sont disponibles. C'est même pour ça que Laurent Gbagbo a proposé le récomptage des voix. Il dit, je propose le récomptage des voix. Si je suis battu, je m'en vais. Mais on ne peut pas dire que sous prétexte que le peuple est en train de souffrir, il faut que ce soit moi qui parte. Pourquoi ce serait moi et pas l'autre? Donc Laurent Gbagbo a vraiment gagné les élections. En tout cas, les documents sont disponibles. Et je peux même vous dire que tous les chefs d'État qui s'étaient alignés sur les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui a écrit personnellement au président de la commission électorale indépendante pour dire que le gouvernement français était prêt à garantir sa sécurité et qu'il fallait qu'il soit constamment en contact avec l'ambassadeur de France, il y a eu des pressions pour donner des résultats aux dépens de Laurent Gbagbo. Donc, il s'est vraiment agi d'une manipulation. La réalité, c'est que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections et c'est pourquoi il a été investi par le Conseil constitutionnel. On peut juste
être factuel et traiter la controverse sur les 600 et quelques mille votes qui ont été comptés, décomptés. Voilà. Alors, merci. De manière précise. Merci. Alors, j'ai là un livre que j'ai sorti. Il est sorti ce matin. Que j'ai appelé Côte d'Ivoire, quand ces grands pays et l'ONU nous mentent. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont déclinées là-dedans, mais pour parler pourcentage, je dirais que, et ça, vous verrez ça sur le site de France 24, c'est dans le livre aussi, avant de commencer à donner les résultats, le président, du moins le porte-parole de la CEI, nous a dit que le taux de participation était de 70% sur l'ensemble du territoire. Deuxième tour. Premier tour, c'était de 83%. Et puis, deuxième tour, on nous a annoncé 70% avant de donner les premiers résultats. Ce qu'on n'a pas compris, c'est quand Youssouf Bakaïbo donne les résultats, il les donne avec 81,12%. C'est-à-dire un gap de 600 000 voix qu'on attribue de façon arbitraire à Ouattara. Voilà ce que je peux ajouter à ça. Je voudrais ajouter quelque chose à la suite de ce que vient de dire Claude concernant les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire fonctionne d'un point de vue institutionnel comme la France. La seule différence, c'est que, à la place du ministère de l'Intérieur qui proclame les résultats provisoires en Côte d'Ivoire, l'opposition a estimé qu'il fallait mettre en place un organisme administratif qu'on appelle CEI, Commission électorale indépendante, pour organiser les élections et proclamer des résultats provisoires. Et à la tête de tout cela, comme en France, il y a le Conseil constitutionnel qui donne des résultats définitifs. S'agissant singulièrement de la Côte d'Ivoire, il faut partir d'un point. Il faut partir de la résolution 1721 de 2006 des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire qui a instauré un haut représentant des Nations Unies pour les élections en Côte d'Ivoire. Et à ce haut responsable, il était reconnu des compétences qui, d'un point de vue juridique, empiétaient sur les attributions du Conseil constitutionnel, qui est l'organe suprême qui donne les résultats définitifs de l'élection présidentielle et des élections législatives. Et donc, après cette résolution, le Conseil constitutionnel ivoirien, en 2007, a produit une décision pour dire que la résolution 1721 des Nations Unies était contraire à la Constitution. Et sur la base de cette décision, il y a une nouvelle résolution, la résolution 1765, qui a été prise par le Conseil de sécurité et qui a supprimé le poste de haut représentant des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. À ce poste, il lui a été substitué le poste de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, à qui on a donné des compétences réduites au niveau de la certification. Donc, le nouveau certificateur, M. Choi, parce que peut-être que certains parmi vous ne savent pas pourquoi, alors que Choi a donné des résultats définitifs, il est puni puisqu'il a été chassé de la Côte d'Ivoire. On l'a relevé de ses fonctions. Quand on fait bien son travail, à ce que je sache, on ne renvoie pas les gens. C'est parce que M. Choi n'a pas fait son travail. Il n'avait pas la compétence pour donner une certification telle qu'il a faite en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens prétendent que le Conseil constitutionnel aurait annulé 600 000 voix. Et de ces 600 000 voix, c'est l'argument qu'il a avancé dans Jeune Afrique, M. Choi. De ces 600 000 voix, il y aurait 550 000 voix qui seraient attribuées à M. Ouattara. Et que cela était... C'est vrai que 550 000 voix, 600 000 voix, c'est énorme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le critère déterminant, ce n'est pas un critère qui se rapporte au nombre des 600 000.
Le critère déterminant de l'annulation partielle du scrutin, c'est un critère qui se fonde sur le nombre de départements qu'il y a en Côte d'Ivoire. Il y a 87 départements et l'élection a été annulée dans 7 départements. Quand vous divisez 7 par 87, ça ne fait pas 10%. Donc le critère déterminant, c'était ça. C'est ce que je voulais dire. Merci. Bien, je vais répondre à la deuxième question sur l'unanimisme des médias, l'uniformisation de l'information. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début des années 90, avec l'ouverture démocratique, un certain nombre de médias dits internationaux se sont installés sur la bande FM des capitales africaines, notamment francophones. Et bien avant, on pouvait écouter ces radios à ondes courtes. C'est le cas de BBC, d'Africa, numéro 1, RFI, naturellement. Ce sont ce que l'on appelle des médias de souveraineté, c'est-à-dire financés par des gouvernements. Alors, Radio France Internationale, pour parler de celle-là, est une radio très puissante et très importante, au même titre que TV5. Toutes ces radios, il y a encore une douzaine d'années, appartenaient à une société appelée la Sofiral, Société financière de radiodiffusion, qui était une société d'État, donc appartenant à l'État français et dépendant du ministère des Affaires étrangères. Tout cela a été rebaptisé aujourd'hui sous le label de audiovisuel français, extérieur français, enfin quelque chose comme ça. J'en parle parce qu'en 92, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la politique audiovisuelle extérieure de la France, et à l'époque, j'avais déjà mis en exergue le poids de la France au niveau donc de l'audiovisuel. Donc Radio France Internationale, TV5, France 24 sont financés par le ministère des Affaires étrangères. Et je dirais même que leur ligne éditoriale, n'en déplaise à un de mes amis qui est directeur de l'information là-bas, vient directement du Quai d'Orsay. Voilà. Au contraire de la BBC, radio anglo-saxonne, qui est plus indépendante, mais je crois que c'est un peu culturel. Radio France Internationale, TV5 et France 24, je leur ai déjà dit, agit selon la volonté du Quai d'Orsay. Alors, si la politique de la France, quand je dis politique étrangère du gouvernement français, est de dire que Gbagbo n'est pas l'homme qu'il faut pour servir les intérêts de la France, les médias français, audiovisuels, donc radio et télévision, et même la presse écrite, relaient dans l'opinion ce message-là. Et même la proclamation des résultats a été mise en musique de telle sorte que les médias nationaux ivoiriens, notamment la RTI, soient constitués et que ces résultats soient annoncés depuis l'hôtel du Golfe par France 24, dont l'envoyé spécial au Golfe s'était même exclamé à l'antenne en disant nous assistons à quelque chose de surréaliste. Comment peut-on proclamer les résultats d'une élection au QG de campagne d'un des candidats? Bon, ce fait extraordinaire n'a pas été relevé par la plupart des médias français. Cette fille qui a parlé en direct a été écartée de l'antenne quelques jours après, Tatiana Mousseau, que je connais. Voilà, donc c'est pour servir les intérêts. Enfin, la cause, c'est la ligne, c'est le Quai d'Orsay. Et nous savons aussi qu'il y a un super rédacteur en chef en France qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui fait le tour des rédactions, impose les titres, les unes, les sujets de reportage, etc. Et généralement, tout ce qui est annoncé ou dit sur France 24 n'est jamais innocent. Ce n'est pas de la paranoïa que nous faisons, et pour pratiquer les médias et bien les connaître et connaître leur fonctionnement. Je sais par exemple qu'il y a quelques années, je travaillais pour un média anglais, celui-là, et j'étais allé en reportage au Congo, Kinshasa, et la première visite, quand on sort de l'avion, c'est d'aller chez l'ambassadeur. Voilà, qui vous donne la grille de lecture. Bon, libre aux journalistes d'avaler tout ce que lui dira l'ambassadeur, mais je sais que les journalistes français fonctionnent de la sorte. Ils sont plus souvent dans les VLB de la Nicole que dans les QG des candidats ou même chez l'habitant pour savoir quelle est vraiment la réalité politique. Donc,
C'est un journalisme conditionné, sous surveillance, parce qu'il faut servir les intérêts. Et tout à l'heure, nos amis parleront sans doute des enjeux économiques et financiers de la crise ivoirienne, mais la crise ivoirienne est une crise particulière et la France s'y est fortement impliquée, c'est d'abord sur le plan politique, puisqu'on a eu l'Assemblée nationale ici en France qui ne sert quasiment plus à rien. Elle n'a pas été à l'initiative d'un projet ou même d'une commission d'enquête sur la crise ivoirienne depuis 2002. On n'a pas vu les partis politiques se servir de la question. Sur le plan diplomatique, c'est la France, et quand je dis la France, excusez-moi, je ne veux pas du gouvernement français, c'est pour faire court. C'est le gouvernement français qui agit pour le compte de la rébellion, et puis elle s'implique financièrement, parce qu'elle a financé la rébellion. Et enfin, sur le plan donc de la promotion, sur le plan médiatique, ce sont les médias français qui amplifient et relaient à souhait les messages de la rébellion et de M. Ouattara. Juste un exemple, parce qu'on a l'impression que nous racontons souvent des choses qui ne sont pas justes, mais lorsque M. Alassane Ouattara a fait sa prestation de serment par écrit, quelque chose, c'est nouveau, ça vient de sortir, avant même que ce soit rendu public, la lettre de M. Ouattara a été envoyée depuis la représentation de la France à l'ONU, à New York. C'est-à-dire que c'est le porte-parole de la représentation française à l'ONU qui, depuis son ordinateur, envoie le message de M. Ouattara aux agences de presse. Et j'ai vu le document, puisqu'un de mes amis qui est rédacteur en chef dans une grande agence de presse à Paris me l'a envoyé. Voilà. Et quand on trace le mail, il arrive du bureau de ce représentant, enfin de ce porte-parole, de ce diplomate français à l'ONU. C'est quand même vous dire que le niveau d'implication du gouvernement français dans la conspiration contre le président Gbagbo, et c'était l'homme à abattre. Ils ont mis tous les moyens. Aujourd'hui, même les terminologies qui sont utilisées, dictateur, et même patriote. Quand vous lisez le mot patriote dans les journaux, c'est mis entre guillemets. Et quand on parle maintenant de résistants, le terme est mis entre guillemets. Alors qu'en France, s'il vous plaît, alors qu'en France, en 39-45, pendant la guerre, on parlait de résistants. Voilà, parce que face à une agression extérieure ou intérieure, il y a des groupes de personnes qui se dressent contre l'agression et qui résistent. Voilà, donc des termes comme ça, même nationalisme, comme si c'était un défaut d'aimer son pays. Donc il y a des éléments de langage qui ont été choisis à dessein pour diaboliser Gbagbo et préparer l'opinion à ce que nous avons vu il y a quelques jours, enfin une semaine maintenant, ou plus. Voilà, donc on prépare l'opinion, on prépare le terrain, l'opinion peut accepter tout ce qui peut être fait, parce que c'est un dictateur un peu à la Ceausescu, il est là, et son ami, et son mari, pardon, même l'histoire des armes lourdes, les 7 femmes d'Abobo, très peu de personnes ici savent qu'en réalité il s'agissait d'une mise en scène, et que les images avaient été prises prises ici et là, faire un reportage. J'ai demandé il y a maintenant 1 mois et demi au directeur de Afrique de l'AFP qui m'a envoyé un message d'ailleurs aujourd'hui qui souhaitait me rencontrer. Je lui ai demandé, mais dites-moi, monsieur le directeur, est-ce que vos journalistes qui parlent dans leur dépêche de cette marche d'Abobo étaient sur le terrain? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez connaissance d'un rapport d'un médecin ou même d'un ambulancier ayant transporté les corps de cette femme? Il m'a dit non. Est-ce que vous avez des photographies en dehors de cette vidéo qui attestent de ces faits? Il m'a dit non. Vous voyez, c'est quand même extrêmement grave parce que la résolution 1975 dont j'ai copie ici a été prise après cet événement-là. C'est ça, la R 1975. C'est sur la base de ces événements totalement montés, totalement bidons, que l'ONU, saisie par la France, décide de mener une opération militaire en Côte d'Ivoire. Et dans la vidéo qui circule,
je ne sais plus à combien de minutes du document, le caméraman dit à l'une des supposées victimes qui voulait se relever, il lui dit non, recouche-toi, ce n'est pas fini. Vous voyez, donc à quel point l'opinion a été manipulée. Mais en face, il y a la faiblesse de l'État de Côte d'Ivoire, qui est quand même épuisé par 8 années de conflit. Notre télévision nationale, la première chose que fait l'armée française le 11, enfin même pas le 11 avril, mais le 5 avril, c'est d'aller détruire la télévision publique. Vous voyez, c'est quand même un acte très grave. Mais Madame Aliou-Marie, pardon, avait prévenu déjà au mois de janvier ou février, elle était devant la commission des affaires étrangères du Sénat ou de l'Assemblée, je ne sais plus, elle disait « Notre objectif est de détruire les installations de la télévision publique ». Mes chers amis, ça s'appelle du terrorisme d'État. Voilà, ça s'appelle du terrorisme d'État, tout comme il y a le mensonge d'État. Ce n'est pas normal que le bien public des Ivoiriens, parce qu'on est contre Babo, soit détruit, et qu'aucune voix ne se lève dans le monde pour dénoncer cela. Je n'ai même pas vu un communiqué de Reporters sans frontières qui est si prompt à raconter sa vie. Voilà une organisation que nous avons aidée pendant longtemps lorsqu'elle a été montée par M. Robert Ménard, mais qui s'est aujourd'hui totalement discréditée. Vous voyez, cette guerre ivoirienne était une guerre de la communication. C'était de la propagande. Les journalistes ont renoncé à faire le métier comme il doit être fait. Ils se sont mis au service de la diplomatie, de la politique française. Pour servir quoi? Des rebelles. Mais attendez, vous pensez que demain, excusez-moi, Ben Laden, s'il revient à New York, on va le porter à la mairie de New York parce qu'il a tué des milliers de personnes? Mais Alassane Ouattara, c'est pareil. On ne peut pas, enfin, excusez-moi, mais quand même, deux conceptions, enfin, des conceptions à double vitesse. On dit on combat des terroristes en Afghanistan, et je ne sais où, ACMI et autres en Afrique. Et puis, chez nous, Ouattara, on lui déroule le tapis rouge. Mais c'est rouge sang. Quand on parle de la résolution 1975, ne pourrait-on pas parler de la feuille de route de M. Sarkozy, puisque c'est lui-même qui l'a déposée avec M. Goodluck? Oui, comme les autres résolutions, la France a toujours été à l'initiative de toutes les résolutions dans le cadre de la crise ivoirienne. C'était une affaire personnelle. M. Sarkozy en a fait son affaire personnelle. Il fallait renverser le président Gbagbo et il a mis tous les moyens. Il lui avait même donné 48 heures. Bon, il a eu quoi, 4 mois et demi. Bon, mais attendez. Il n'y a aucun journal, alors même qu'il y a quelques décennies, des médias courageux à l'époque dénonçaient la guerre du Vietnam, dénonçaient même le début du conflit en Afghanistan avec l'engagement soviétique et autres. Mais où sont-ils passés, ces bien-pensants? C'est quand même très grave. Et moi, je parlais, maître, vous êtes là, mais lorsque les actions seront engagées parce qu'elles sont en cours, nous allons poursuivre des médias français. TF1 qui nous a montré un mort-vivant dans son journal des 20 heures. Il est passé dans le journal et il y a la même scène qui circule sur l'Internet où ce mort-là, entre guillemets, est en réalité un vivant. Mais pour les besoins de la cause, était allé devant le siège de l'ONUCI à Abidjan, et une fois le journaliste de TF1, enfin une fois la scène tournée, le mort s'est levé. Vous voyez? Pour dire que Gbagbo tue. Mais c'est totalement scandaleux. Donc, maître, nous allons inclure cela dans les actions qui seront menées, parce qu'on ne peut pas laisser ces bandits-là, ces voyous, désinformer à souhait l'opinion française. Je voulais rajouter quelque chose à l'intervention de tout ça. Tout simplement, je ne suis pas un technicien, lui c'est un technicien. Vous savez qu'il y a une plateforme pour les dépêches. Vous avez l'AFP, vous avez Associated Press. Oui. Donc, lorsque ces agences divulguent les informations, les organes de presse ne vont pas à la source pour chercher. Les organes de presse piochent directement ces informations et les divulguent. Donc, vous allez voir une information qui passe, par exemple, à l'Express, par exemple, au Point, au Figaro. Ces informations sont tirées de l'AFP. Et comme soulignait tout ça, vous avez des chaînes de télévision qui sont acquises pour la cause de l'État. Moi, je vais citer France 2, par exemple. Lorsque j'ai eu un document compromettant contre l'armée française,
Et vous savez que les documents, tant que vous êtes en instruction, les documents de la procédure ne doivent pas être publics. Les journalistes de France 2, je parle à visage découvert, sont venus vers moi pour me dire, maître, est-ce que vous êtes sûr que le document des prévôtés de la gendarmerie à Poitiers qui ont dressé, est-ce que vous êtes sûr que vous avez ces documents? Je leur ai dit, je l'ai. Est-ce que vous pouvez me montrer ces documents? Je me suis dit, il s'amuse avec un vieux singe. Vous vous rendez compte, je brandis un document, montre un document publiquement, mais ce document sera extrait de la procédure, alors que c'était le document clé de ma procédure. Ils m'ont tourné, j'ai appelé l'un d'entre eux, en regardant ses faits et gestes, s'il n'avait pas une caméra cachée. Je lui ai dit, monsieur, vous pouvez venir avec moi. J'ai choisi au pif. Nous sommes allés dans un coin. Je lui ai dit, vous voyez, c'est le fameux document. Allez donc transmettre cette information à vos collègues que vous avez pris connaissance de ce document. Or, le document, c'est le document clé de la procédure. Donc, comme disait Toussaint tout à l'heure, vous avez la ligne éditorialiste qui est déjà tracée à l'avance, dont les informations sont orientées parce que nous voulons atteindre telle fin. Et vous savez qu'il y a certains journalistes qui ont été manu militari, chassés de certaines chaînes, parce que ces journalistes ont pris des positions différentes aux princes. Merci. Pour ce qui concerne les enjeux, la question relative aux enjeux économiques, j'ai présenté rapidement la question du Golfe de Guinée. Avant de parler du Golfe de Guinée, il y a les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La Côte d'Ivoire est la première productrice de cacao. Et quand on dit cacao, il y a derrière les industries agroalimentaires, en l'occurrence le chocolat, entre autres. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a découvert, en Côte d'Ivoire, il a été découvert que la Côte d'Ivoire a du pétrole. Et avant la découverte du pétrole, il y a chaque année, systématiquement, quand un attaché de défense se rend dans un pays, que ce soit en Afrique ou dans un autre pays, cet attaché de défense a une feuille de route, tout autant que l'ambassadeur de France. Et quand il rentre de mission, il commet un document de quelques pages qui décrit l'état de la géographie du pays, géographie humaine, physique, l'industrie, un document qui sert de relais pour son successeur. Le successeur lit ce document-là, ensuite il le transmet à celui qui va venir après lui. Il y a un centre de formation où l'attaché de défense, l'ambassadeur et leurs épouses sont briefés, c'est-à-dire le type de comportement à avoir pour se rendre dans un pays. Ce qui fait qu'à la longue, successivement, après des années, vous avez un document très informé sur l'état du pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays très riches, en l'occurrence la zone nord de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas le dire. Il y a des produits stratégiques, après lesquels les industries, par exemple asiatiques, européennes, américaines, courent. Et la Côte d'Ivoire a ces produits-là. Il y a toute une liste là-dessus. On appelle des produits stratégiques. Pour montrer leur portée stratégique, ce sont aussi ces produits-là qui ont été la raison principale de la conclusion des accords de défense avec les pays africains. Le reste vient après. Ce qui veut dire qu'on engage la défense contre la France parce qu'il y a ces produits-là. Par exemple, pour ce qui est du Niger, vous savez que, en l'occurrence, c'est l'uranium et d'autres pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il y a une multitude, toute une gamme de produits qui font que la France ne veut pas lâcher ce pays-là. Voilà la clé. Ce qui veut dire que même les Ivoiriens, même beaucoup, ne savent pas qu'il y a ces produits-là. Et aujourd'hui, la guerre est menée entre la France, les États-Unis d'un bord, la Chine, l'Inde de l'autre bord, ensuite la Russie. Donc c'est une guerre ardue où les vies humaines, pour
pour ce qui est du président Gbagbo, ce n'est qu'un passage. C'est une guerre économique systématique, puisque derrière, il y a la survie des industries stratégiques de la France, pour ce qui est des questions des industries aéronautiques, pour ce qui est des questions électroniques. Voilà. Quelques aspects. Il y a d'autres domaines qu'on peut aussi aborder pour être court. Voilà, c'est-à-dire, autrement dit, la guerre qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est une guerre économique. Le président Houphouët-Boigny avait résisté longtemps, jusqu'au moment où il n'en pouvait plus, et on lui avait imposé donc le technocrate Alassane Dramane Ouattara comme conseiller des questions économiques. Et avant, au moment où il s'engage, le président Houphouët-Boigny lui avait fait signer un papier où il s'engageait à ne pas s'engager dans la politique ivoirienne, qui reste technocrate. La fait a été signée. Ben, alors si vous voulez, il y a un témoin aujourd'hui, le président du Conseil économique, le président Fouloro, il a ce papier-là. Et bien après, le mort décédé, bon, vous voyez ce qu'il y a. Donc, autrement dit, la guerre, on peut théoriser les questions des médias. Le reste, voilà le point focal. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a, dans quelques mois, ça va s'engager dans un autre pays où c'est déjà engagé. Il y a des milliers de morts qui s'étalent. Je vais parler de la RDC. La RDC a connu depuis des années ce que la Côte d'Ivoire est en train de connaître. Un président a été assassiné. Je vais parler de Kabila Père. Le fils, on l'a mis, lui-même il ne sait même pas dans quelles circonstances, mais il est là. Tout comme Mobutu était venu, étant tout jeune comme l'actuel président. Donc voilà un peu l'équation rapidement esquissée de ce qui se passe. Merci. Merci. Alors, on a deux questions qui touchent à l'embargo qui a été décidé contre la Côte d'Ivoire en début d'année. Donc, pouvez-vous nous parler de l'embargo, qui l'a décrété, quels motifs invoqués et ses effets pour la population? Ensuite, on a une deuxième question. La France n'est pas l'Europe. Pourquoi le vrai rapport des représentants de l'Union européenne n'est-il pas publié? Et on pourra rajouter cette troisième question intéressante, vraiment d'actualité. Au Burkina Faso, actuellement, une révolte étudiante, ouvrière et une mutinerie se soulèvent contre Blaise Compaoré. Peut-elle aider de manière importante, je lis tel quel, à virer Blaise Compaoré et les autres sur le principe d'un printemps africain semblable au printemps arabe? Entre parenthèses, révolution. Je peux aller avec ces trois questions-là. Alors, merci. Alors, déjà, je voudrais revenir rapidement sur une chose. Parce que il y a des manœuvres, il y a de l'intoxication, il y a ces pseudo-spécialistes de l'Afrique qui soutiennent que l'économie africaine ne vaut que 2% de l'économie mondiale. C'est de la pure spéculation, c'est du mensonge. Il y a certains spécialistes, entre guillemets, de renom, quand ils parlent, ils sont écoutés, ils n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Et c'est ça qui est dommage. Alors, concernant l'embargo, c'est sur instruction du président Sarkozy. Vous savez très bien que quand il y a une situation en Afrique, c'est lui qui fait un peu la campagne. On voit le cas de la Libye aujourd'hui, où les chefs de la rébellion sont soutenus. Vous remarquerez en même temps qu'il y a une résolution qui a été votée qui consistait à interdire un certain secteur de l'espace aérien à Kadhafi pour ne pas qu'il bombarde les civils, comme on dit. En tout cas, c'est le terme consacré. Et aujourd'hui, ils sont même en train de se demander s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne doivent pas intervenir au sol.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a un mandat qui est décidé et une fois qu'on entre dans le pays, on fait ce qu'on veut. On interprète. Alors, c'est donc sur la pression de Nicolas Sarkozy, qui est suivi bêtement par le Cameroun, enfin, je ne sais pas trop, mais je veux parler du Britannique. Généralement, c'est l'Allemagne qui émet des réserves. Mais on sait tous ici que l'Allemagne est un pays qui n'a pratiquement pas eu de colonie, en dehors le Cameroun et puis le Togo un peu, oui, et qui n'a pratiquement pas eu de colonie, donc qui ne s'intéresse pas à ces questions-là. Et donc l'embargo a été décrété après par l'Union européenne. Vous remarquerez qu'il y a eu une liste de personnes proches de Gbagbo, y compris Laurent Gbagbo lui-même. Et là-dedans, il y a un homme d'affaires qui n'était même pas concerné par l'histoire, mais qui s'est retrouvé sur la liste. Un homme d'affaires français. J'ai saisi la parenthèse pour dire qu'il y a un professeur de mathématiques qui enseignait à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, c'est Philippe Raymond, c'est ça. Ce monsieur qui a été assassiné à l'arme blanche à son hôtel, qu'est-ce que les médias nous ont dit ici? Qu'il a été atteint par une balle perdue sur les opérations de Guémé. Yamoussoukro, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu d'affrontement à Yamoussoukro. Il a été assassiné dans son hôtel. Parce qu'il a développé la théorie sur le franc CFA et il soutient Laurent Gbagbo. Alors, l'embargo, quand ça a été décrété, il faut savoir les effets. Justement, manque de médicaments, toutes les pharmacies, les hôpitaux donc, qui sont vides, et ça a créé, en tout cas, beaucoup de morts, et ça a donc eu des conséquences incalculables. Voilà. Tu veux relire le rapport qui n'est jamais sorti? Je crois que vous voulez parler du rapport concernant l'observation des élections. Oui. Voilà. Pour ce qui est du rapport de l'Union européenne, le rapport est sorti. Il est même sur le site, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Sauf que ça ne reflète pas la réalité des choses. Je vous ai parlé tout au début d'une réunion qui avait eu lieu à Bruxelles. Il se trouve qu'à la même semaine, l'une des personnes avec qui nous avons travaillé, c'est un Camerounais, politiste, et qui connaissait le chef des observateurs de l'Union européenne qui se rendait en Côte d'Ivoire à Abidjan pour l'observation des élections. Il passe à Paris, il se rencontre les deux au restaurant, il cause en tant qu'ancien camarade de Sciences Po à Paris. Soit dit en passant, le monsieur, il vient de l'Europe de l'Est. Il lui dit, moi je vais à Abidjan pour rendre effective l'élection d'Alassane Dramane Ouattara. Tel quel. Alors il lui demande, de quoi s'agit-il? Il dit, non, on m'a donné une feuille de route, c'est ça que je dois appliquer. Il sera effectivement à Abidjan. Les observateurs de l'Union européenne, ils ne sont jamais allés au nord. Ils se sont cloisonnés dans la zone proche d'Abidjan. Et ils commettent un rapport, et ce serait intéressant de lire ce rapport pour voir justement le décalage entre la réalité qui s'est passée sur le terrain et ce que dit ce représentant de l'Union européenne. Il y a même un support audiovisuel pour parler des élections en Côte d'Ivoire. Un décalage total. Voilà tout ce que je peux dire. S'il vous plaît, Oui. Oui. L'Union européenne, il y a la Commission qui représente les peuples d'Europe. Tout à fait. Et il y a les chefs d'État. Mais la Commission, pour qu'un rapport soit publié et sorti au nom de l'Union européenne, elle doit d'abord passer par la Commission. Tout à fait. Cette commission-là, moi, d'après ce que j'ai vu sur Internet de la part d'un délégué belge, cette commission-là a amendé ce rapport final qui n'est jamais paru. Est-ce qu'il y a un rapport caché? Si oui, comment le trouve-t-on? Je vous dis, il y a un rapport qui est sorti concernant les élections en Côte d'Ivoire. Même le nom de M. L'Esprit. Le rapport est sur le site. Allez le voir. C'est lui qui a managé
tout. Il est allé en Côte d'Ivoire, justement à Abidjan, pour les élections. Il est revenu. Le rapport a été produit. Il y a même des contenus d'ailleurs. Moi, pour l'avoir, j'avais appelé personnellement, parce que je cherchais justement ce rapport-là. C'est la dame qui me dit, allez voir sur notre site. Il me donne. J'ai trouvé le rapport. Et quand je le lis, j'ai fait le lien avec justement ce monsieur-là qui était le représentant. D'ailleurs, c'est lui qui intervient sur le support audiovisuel. Le rapport a été effectivement commis. Mais sauf que ce rapport-là n'a rien à voir avec la réalité des élections en Côte d'Ivoire. Je voulais aborder le problème du Burkina Faso avec la question sur le printemps des élections en Afrique. Le thème d'aujourd'hui, Survie a bien parlé de la colonisation. Est-ce que la France vient en Afrique pour instaurer la démocratie? Je vous dis non. La France a les intérêts économiques. Je prends le cas du Gabon. Nous savons ce qui s'est passé au Gabon avec l'élection de Ali Bongo. Et lorsque Ali Bongo a tourné le dos à la France a invité son challenge pour lui dire monsieur, vous pouvez rentrer parce que c'est vous qui avez gagné les élections. Ça a créé un petit désordre au Gabon. Vous allez voir le Tchad. Le Tchad des élections, c'est le 25 avril. La France maîtrise le Tchad. La France a le Tchad en main. Les élections au Tchad vont bien se passer parce que la France n'a pas de concurrent. Au Tchad, lorsque vous prenez le cas de la Libye où j'étais en début du mois d'avril, vous savez que le colonel avait miroité le président Sarkozy avec les contrats qu'il lui avait promis pour la Cité des Mirages. Et lorsque le guide est rentré chez lui, il a renoncé à ses contrats. Vous voyez ce qui arrive à la Libye. En ce qui concerne le Burkina, la France est en train de dire au Burkina, monsieur, sachez que nous sommes votre parent. Vous supportez la Libye. Donc si vous continuez à supporter la Libye, nous vous montrons ce qui vous adviendra. Voilà à peu près ce que je voulais parler de cette affaire du Burkina. Ce n'est pas par rapport à la démocratie, ce sont des intérêts qui sont derrière. Merci. Pour aborder dans le même sens, moi je vais vous donner 3 exemples, parce qu'on parle de démocratie, c'est un bien grand mot en Europe. On va instaurer la démocratie un peu partout. Ça fait un peu mode. On l'a vu avec le président Bush au début des années 2000 en Irak. On voit le résultat. Quand on veut instaurer la démocratie, on n'instaure pas des monarchies. Je vais vous donner 3 exemples. Parce qu'aujourd'hui, les gens, jusqu'à ce qu'il y ait cette situation de la Côte d'Ivoire qui soit excessive d'un point de vue des atrocités qui ont été commises, des massacres et tout ça, il faut savoir que la France-Afrique n'est pas morte. La France-Afrique, c'est une sorte de nébuleuse. On parle d'Al-Qaïda, mais c'est pire que ça. Parce que, je vais vous donner 3 exemples. Quand on vient instaurer la démocratie, on ne crée pas des monarchies. Rappelez-vous, la RDC, on a mis Kabila fils, donc c'est Kabila 2. Au Togo, on a mis le fils de Eyadema, ça fait Eyadema 2. Au Gabon, on a mis le fils de Bongo, ça fait Bongo 2. Et que prépare-t-on au Sénégal? Bientôt au Sénégal, ça va être Karim Wada. Certainement au Cameroun, je crois cette année ou l'année prochaine, ça va être Bia 2. Donc, l'intérêt de la France, ce n'est pas qu'il y ait des régimes démocratiques. Au contraire, ces régimes, quand ils sont démocratiques, ils échappent à la sphère d'influence de la France. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Ouattara, tel qu'il est arrivé, vous pensez que Ouattara aura les manettes du pouvoir comme devrait l'avoir un démocrate, c'est-à-dire gérer le pays en respectant les droits de l'homme, c'est-à-dire en respectant le suffrage universel. Je vais vous donner un exemple. On n'est pas démocrate alors même qu'il n'est même pas élu, alors même que la France vient de l'installer. Sa première décision a été
de raser l'espace de discussion publique. La Sorbonne, on présente cet espace-là comme un espace de gens qui ont des comportements anti-français. Mais ce n'est pas vrai. La Sorbonne n'a pas été créée par Gbagbo. La Sorbonne a été créée par un expatrié français au début des années 80. Ça, il faut le savoir. La Sorbonne n'est pas une création de Gbagbo. On n'est pas démocrate. Une fois installé, on ferme les résidences universitaires. Aujourd'hui, les étudiants en Côte d'Ivoire ne savent pas où rentrer parce qu'on les a vidés des résidences universitaires. On n'est pas démocrate lorsque on permet à des gens, on fait un deal avec des anciens prisonniers, avec des mercenaires pour tuer des gens, pour reconfigurer la Côte d'Ivoire en tuant les autochtones de l'Ouest, pour permettre aux étrangers burkinabés et maliens de prendre leur place et exploiter la terre. Je ne sais pas si c'est cela la démocratie, mais je préfère la dictature. Merci. Alors tout à l'heure, François a parlé des enjeux économiques. Il y a un fait, ou trois faits importants qui se sont produits depuis l'enlèvement du président Gbagbo. J'ai fait le calcul. Il y a près de 783 millions d'euros que M. Ouattara a emprunté à l'Europe et à la France. Ils sont des concours budgétaires sous forme de prêts. D'abord 200 millions d'euros, cela a été annoncé hier ou avant-hier par Mme Lagarde, pour payer des salaires. Alors que depuis 2000, le président Gbagbo, en dépit de la guerre et de la trésorerie de l'État, n'avait jamais eu recours à un concours extérieur pour faire face aux engagements intérieurs et extérieurs de l'État. Et autre prêt, c'est 400 millions de la France, donc indépendamment des 200 millions. Et puis, il y a tout juste une semaine, ce sont 183 millions d'euros que l'Union européenne va donc prêter à la Côte d'Ivoire. Donc ça fait déjà, c'est un record. Alors, une année, c'est... 125 milliards de FMI d'il y a 2 ou 3 ans. Bon, donc on est déjà à environ 1 milliard, enfin 1300 millions d'euros environ en moins d'une semaine. Là, ça nous ramène aux enjeux économiques. Parce que la France n'avait plus la possibilité depuis des années de taper au portefeuille en Côte d'Ivoire, puisque le gouvernement de Gbagbo est arrivé en octobre 2000 dans une situation particulière. Le pays avait rompu, enfin, les institutions financières avaient plutôt rompu avec le pays. Il n'y avait plus de dialogue possible ni avec la Banque mondiale, ni avec le Fonds monétaire international, Club de Paris, Club de Londres. Tous les horizons étaient bouchés. Et il y a une politique nouvelle, une nouvelle gouvernance qui a été mise sur pied, ce qui a permis de renouer avec ces institutions financières internationales. Mais ça ne nous a pas conduit à un niveau d'endettement qui est resté le même. Le président Gbagbo s'était engagé à rembourser les emprunts, à payer chaque mois ce que nous devions payer. Et d'abord le budget sécurisé. Dès 2001, environ 1300 milliards de francs CFA. Et puis, en 2008-2009, on est passé quasiment à 2500-2600 milliards, puisque le président avait fait en sorte que nous puissions d'abord compter sur nos ressources internes. Et François l'a dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un pays très très riche et la France supportait difficilement que ce pays puisse être autonome à ce point et n'est plus le passer par la caisse de l'AFD ou même au Club de Paris ou au Club de Londres, etc. Enfin, en tout cas, le pays fonctionnait. Et voilà que nous retombons dans le cycle de l'endettement avec un exploit en moins de 10 jours, en moins de 2 semaines. Si je comptabilise le chiffre que Madame m'a donné, nous sommes déjà à 1300 millions d'euros, ce qui nous ramène aux alentours de 800 ou 900 milliards de francs CFA. Donc, voilà l'objet de la prise du pouvoir. L'enjeu, c'est que Ouattara, c'est une prime à la rébellion et au coup d'État. Alors même que nous avions besoin d'appui extérieur pour appuyer les efforts qui étaient faits à l'interne, développer
des projets dans le social, dans l'éducation et même soutenir la promotion et le développement d'entreprises de petites de PME. On n'a jamais obtenu cela. Mais Ouattara est arrivé avec la baïonnette et déjà sur les tablettes, on a 1300 millions de francs CFA. Et comme le disait Babo, le président Babo pendant la campagne, il est bien le candidat de l'étranger et il portait le masque de l'Occident. Et voilà qu'aujourd'hui, tous ces maîtres s'agitent autour de la dépouille Côte d'Ivoire, venir donner de l'argent. Mais cela ne réparera pas tout ce que la France a cassé dans le cœur des Ivoiriens. Il faudra plus que 1300 millions de francs CFA pour réparer les torts. Quand on bombarde, excusez-moi, je reviens là-dessus, parce que ce sont des symboles qui sont très forts. La résidence du chef de l'État, qui n'est pas le bien du président Gbagbo. Et maître, cela aussi vous le noterez, nous allons poursuivre l'État français. Parce que moi, je paye mes impôts en Côte d'Ivoire, et c'est le fruit de mes impôts qui a été détruit par la France. Et je suis fondé à poursuivre l'État français, demander et exiger des réparations. Et dans le même temps, l'armée française a partiellement épargné le palais présidentiel, mais vous savez pourquoi? Parce que le palais présidentiel au plateau est un bâtiment qui appartient à l'État français. Voilà. Vous voyez, la résidence a été construite. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, merci monsieur, mais vous êtes très très bien informé. La Côte d'Ivoire paye un loyer à la France. Voilà. Donc elle a épargné dans les bombardements arbitraires ce bâtiment qui est sa propriété. Donc vous voyez vraiment qu'on est sorti vraiment de quelque chose, voilà, on est hors de la raison, ce n'est pas normal. Oui. Ah oui, sur les élections, on a beaucoup entendu dire ici, c'est vrai, il y a eu des fraudes, des élections se sont plus ou moins mal passées ou bien passées, parce que l'Europe ne peut pas continuer à financer le processus électoral. Mensonge. Les élections ivoiriennes ont coûté 261 milliards de francs CFA. Et tenez-vous bien, sur les 261 milliards de francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire a financé à hauteur de 93% de ce budget. C'est-à-dire que l'Europe a donné à peine 7%, ce qui nous ramène aux alentours de 7%, ça fait 19 milliards de francs CFA. Il faut arrêter de mentir. Et ces journalistes économiques ou politiques qui sont dans la rédaction ne peuvent même pas réfléchir un peu. La Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, attention, les 19 milliards, c'est-à-dire les 7%, sont allés où? Dans le financement de projets, de programmes au profit de la société civile. Formation des femmes de Bouaké à la démocratie, formation de tels électeurs au processus électoral, etc. Mais le cœur du processus, l'identification, l'enrôlement, la fabrication des bulletins de vote et du matériel électoral, tout cela a été financé par l'État de Côte d'Ivoire. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'informations que nous devons porter. Je souhaite que ce type d'initiative se renouvelle. Ce n'est pas de la propagande que nous faisons, c'est de l'information, pour que les opinions soient suffisamment informées. Voilà, merci. Merci. Une dernière brève question. On doit rendre la salle à 11h, donc il faut qu'elle soit très courte. D'accord. Une question qui n'a pas été abordée également, ce sont les comptes d'opération également. Le franc CFA. On fera une conférence spéciale pour ça. D'accord. Oui, qui c'est rapporte promis. beaucoup d'argent. Il y a le monsieur derrière. Je suis le professeur Blé de l'Université de Cocody à Abidjan. Je suis ici depuis une semaine et je voudrais apporter une contribution parce que j'arrive récemment. D'abord par rapport aux enjeux économiques et ensuite sur la problématique de l'ivoirité. Il faut noter que le continent est le premier exportateur de café aujourd'hui, de cacao. Ça n'est pas rien. Nos ports doivent profiter également au continent. Ça n'est pas rien. Et comme l'a dit